Bonjour, bienvenue sur la Maïeutique. Nous nous retrouvons avec Maxime Maury, ancien directeur régional de la Banque de France et président de la société Vigieco. Pour nos auditeurs, je précise que nous enregistrons cette émission le vendredi 27 septembre, juste avant le discours de politique générale du nouveau Premier ministre Michel Barnier. Donc bonjour Maxime. Bonjour Joris et bonjour aux auditeurs de la Maïeutique. Nous allons essayer de les aider à réfléchir sur qu'est-ce qui va se passer dans les mois qui viennent, sachant que nous sommes dans une situation sans précédent historique, avec une dérive des déficits publics en France. Moi, je n'ai pas vu ça en 40 ans d'observation. Depuis 40 ans, je suis un observateur acharné de la macroéconomie. Je n'ai jamais vu ça. Bon, alors qu'est-ce qui va se passer ? Qu'est-ce que M. Barnier va dire le 1er octobre ? On a déjà quelques idées. Et qu'est-ce qui va se passer en matière d'augmentation des impôts ? Bon, je crois qu'il faut donner des clés de lecture à nos auditeurs pour qu'ils puissent prévoir et s'adapter. Donc, je vous propose un plan qui pourrait être d'abord les chiffres sont extrêmement décoiffants. On nous parle maintenant le nouveau ministre du Budget, M. Saint-Martin, nous dit que le déficit public pourrait dépasser 6% du PIB, c'est un chiffre inimaginable. La deuxième idée, ça sera les trajectoires possibles pour M. Barnier, et ces trajectoires sont des trajectoires européenne, ce qui va poser, à mon avis, une question de négociation avec l'Europe. Je vais faire une partie aussi qui est riche. Alors, c'est pas moi qui vais dire qui est riche, c'est l'INSEE qui définit la richesse de revenus de patrimoine. Ça, c'est important pour nos auditeurs parce que ça leur permettra de se situer. Tout le monde est le riche de quelqu'un d'autre. Et il vaut mieux savoir ce que l'INSEE appelle riche parce que forcément, ça va influencer les décisions du nouveau Premier ministre. Quels sont les impôts qui pourraient augmenter ? Nous sommes le 27 septembre, et là, on commence à avoir une idée assez précise. Et les dépenses, alors le dosage, dans le plan, je pense que là, le 1er octobre, on aura déjà des éléments précis, entre réduction des dépenses et augmentation des impôts. Le gouverneur de la Banque de France nous dit 3/4 de réduction des dépenses et 1/4 d'augmentation des impôts. Et puis, nous conclurons, je pense, par les agences de notation qui nous guettent. Il y aura un premier verdict, le verdict le 10 octobre, avec Fitch, si ma mémoire est bonne, et un deuxième le 27 octobre avec Standard & Poor's. Alors voilà le plan que je vous propose. Les chiffres sont vertigineux, notamment avec l'accumulation de la dette depuis plus de 40 ans, atteignant aujourd'hui des niveaux sans précédent. Et un autre aspect choquant est le décalage entre les prévisions du gouvernement sur le déficit et la réalité. Oui, le décalage entre ce qui est annoncé et la réalité est sans précédent dans l'histoire de la Ve République. Souvenez-vous de 2023, M. Le Maire attendait 4,9% sur PIB, on a eu 5,5%, donc on n'a jamais eu un décalage aussi important, ça fait 0,6 points de PIB, un point de PIB c'est 28 milliards. Et là, la trajectoire pour 2024 c'était 5,1, et là le ministre du Budget, M. Saint-Martin, nous dit si on ne prend pas des mesures, nous risquons de dépasser 6%. Vous avez vu qu'il y a une commission sénatoriale qui dit « mais on n'a jamais vu ça » et ils sont allés faire une investigation à Bercy. Ce que je voudrais dire à nos auditeurs, c'est que tout ça, ça paraît abstrait, 6%. Mais en 1992, à Maastricht, il fallait mettre un chiffre pour signer entre le président Mitterrand, le chancelier Kohl, et le président Mitterrand avait demandé à Jean-Claude Trichet, qui m'a raconté cette histoire il y a déjà plusieurs années, trouver un chiffre qui ne nous gênera pas parce qu'on est sûr qu'on l'atteindra jamais. Et 3%, c'était un chiffre qui était considéré comme ne pouvant jamais être atteint, ou en tout cas
il était conçu pour une méga crise, en cas vraiment de situation extrêmement exceptionnelle, comme on a connu, crise sanitaire, crise financière, etc. Mais en théorie, il ne pouvait pas être atteint. Là, nous sommes au double. Et il n'y a aucune crise, il n'y a pas de raison exceptionnelle. Donc, on peut s'interroger sur cette dérive qui est encore une fois sans précédent, et M. Jacques de la Rosière, ancien gouverneur de la Banque de France, qui a commis un petit livre il y a quelques jours qui s'intitule « Peut-on encore enrayer le déclin français ?», nous dit « La France a perdu le contrôle de ses finances publiques ». Il a le mérite de le dire, c'est un vieux sage, c'est un monsieur extrêmement estimable, qui a toujours servi l'intérêt public. Il a 94 ans, il écrit ce petit livre et il dit « La France a perdu le contrôle de ses finances publiques ». Alors moi je pense exactement ça, et je pense même que nous sommes là, dans une trajectoire de faillite. La question c'est, est-ce que cette trajectoire peut encore être arrêtée, hein? Donc nous allons essayer de répondre à cette question. Je vais partager avec vous les remarques que j'entends quand j'aborde ces sujets, même de la part de personnes qui travaillent avec des chiffres, y compris certains habitués de la comptabilité d'entreprise. Quand je dis « ce système avec la dette touche à sa fin », on me répond souvent « Oh, mais la dette, ça fait plus de 47 ans que ça existe, juste après Georges Pompidou, on fonctionne avec la dette depuis qu'on est né, et ça sera encore le cas dans 40 ans. Et pourquoi cela s'arrêterait-il maintenant ?» Alors, Maxime, comment expliquez-vous qu'aujourd'hui on soit au pied du mur ? On est face à un mur parce que nous sommes en voie d'asphyxie par les charges financières. Les charges financières représentent, à l'heure où nous parlons, l'équivalent du budget de la défense nationale. Elles dépassent même un peu, hein. C'est-à-dire environ 56 milliards. Et par le jeu du roulement, du renouvellement de la dette, avec des taux d'intérêt qui ont beaucoup augmenté à partir de juillet 2022, nous allons vers 75 milliards en 2027. Et là, c'est plus que l'éducation nationale et la recherche cumulée. Donc, c'est insoutenable. Et là, nous allons, on conclura comme ça tout à l'heure, parler du risque d'une nouvelle dégradation des agences de notation qui pourrait faire augmenter les taux d'intérêt. Donc, la dette, il faut la soutenir. Pour la soutenir, il faut pouvoir continuer à émettre dans des conditions qui soient acceptables sur le plan financier. Puis à un moment donné, vous ne pouvez plus émettre, ou vous émettez dans des conditions de plus en plus difficiles, et à ce moment-là, vous êtes en faillite. Et en Europe, ce serait une faillite accompagnée. Ça ne serait pas du tout une faillite à l'Argentine, la BCE pourrait intervenir. Pour soutenir nos titres de dette, il y a des procédures qui existent, mais la contrepartie, inévitablement, serait un plan de tutelle sur la France. Et ça serait très difficilement accepté par la population. Oui, on ne peut pas continuer sur ce rythme indéfiniment. Si nous ne redressons pas la barre rapidement, la situation risque d'être insoutenable. Alors, ce que vous dites est très important, et pourtant, nous n'en entendons pas parler ailleurs. On a bien compris qu'il serait impossible pour la France de revenir à un déficit de 3% d'ici 2027, et qu'un délai supplémentaire sera demandé à l'Europe pour y parvenir. Et vous pensez qu'en échange de ce délai, l'Europe exigera que la France passe par des checkpoints réguliers pour prouver qu'elle fait les efforts nécessaires? Oui, on va le savoir très vite. Alors, je voudrais parler trajectoire. Bon, et vous me relancez sur la trajectoire. La direction du Trésor a publié une note que le Sénat a entre les mains, qui nous explique que pour stabiliser la dette, il faudrait stabiliser et revenir au-dessous de 3%. Nous nous sommes engagés à revenir à 2,7% en 2027. Bon, il faudrait faire 110 milliards d'économies. 110 milliards. Et tous les économistes disent c'est impossible, parce que faire 110 milliards d'économies, ça voudrait dire qu'il faut faire 40 milliards cette année, et ensuite faire deux fois 35 milliards. C'est très difficile. C'est même impossible. Et donc, alors je peux dire pourquoi c'est impossible. Non, mais pourquoi c'est impossible ? Bon,
Monsieur Attal, avant de partir, a gelé la dépense publique. Ce sont ces fameuses lettres de cadrage qui sont arrivées très tardivement. Ça veut dire qu'il a décidé, ministère par ministère, de laisser au franc le franc, comme on dit, ou à l'euro l'euro, les montants nominaux. Alors avec une inflation de 2%, ça vous fait une baisse réelle de 2%. 2% de la dépense publique, hors sécurité sociale, enfin hors retraite, c'est environ 10 milliards. On va prendre 400 milliards, 2% de 400 milliards, ça fait 8 milliards. Bon, et on le verra tout à l'heure quand on parlera des augmentations d'impôts possibles. Les impôts sur les riches, c'est-à-dire les tranches supérieures de l'impôt sur le revenu, on y viendra, ou éventuellement une augmentation de 3 points de la flat tax, c'est 8 milliards. Donc vous voyez, 10 milliards, 8 milliards plus 8 milliards, ou 10 milliards plus 8 milliards, on est à 18 milliards, et il faudrait en trouver 40. Donc c'est plus que difficile. Et alors, ne vous faites pas d'illusions, monsieur Barnier, qui est très connu à l'échelon européen, puisqu'il a été lui-même négociateur du Brexit et commissaire européen, va téléphoner et va demander à nos partenaires un délai. Et il l'obtiendra. Reste à savoir quel délai. Le pacte de stabilité, le nouveau pacte de stabilité, alors ça les Français ne s'intéressent pas du tout à ça, mais le pacte de stabilité a été suspendu pendant la crise sanitaire, ça a été le quoi qu'il en coûte, et il a été rétabli l'année dernière. Ce pacte prévoit que dans des circonstances exceptionnelles, un pays pourrait avoir un délai de 7 ans. Alors, si M. Barnier obtenait un délai de 7 ans, qu'à mon avis il n'obtiendra pas, il obtiendra peut-être 5 ans, 6 ans, divisez 110 milliards par 7, vous obtenez là un pas qui est un pas d'environ 20 milliards. Là, ça devient possible, parce que vous voyez les quelques chiffres que je vous ai cités, 10 milliards de dépenses, j'ai cité 3 milliards sur l'impôt sur le revenu, 3 milliards c'est les chiffres qui circulent, sur la flat tax, on arrive à un pas avec des crédits d'impôts qui pourraient être supprimés, des crédits des niches fiscales, on arrive à un pas de 20 milliards. Ça devient, un pas de 20 milliards par an, ça devient possible. Mais ça suppose qu'il négocie avec l'Europe. Et ça, aucun média n'en parle. S'il négocie avec l'Europe, comme la France n'a jamais tenu ses engagements dans le passé, car je vous ai passé l'article de mon ami Pierre Jaillet dans Les Échos. Pierre Jaillet était directeur général des études et des relations internationales de la Banque de France. Son article est titré « La France, passager clandestin de la zone euro ». Point d'interrogation. Et il nous dit que en 25 ans d'euro, la France n'a respecté ses engagements qu'une fois sur 5. Il dit même moins d'une fois sur 5. Et donc, les partenaires de M. Barnier, à Bruxelles, lui diront « Bon, on vous fait confiance à titre personnel, mais la France, on ne lui fait pas confiance. Donc, on va vous donner un délai, mais il faut que vous annonciez des plans de réduction drastique et structurelle de la dépense. » Mais comme M. Barnier n'a pas de majorité, comment va-t-il les annoncer? Sous quelle forme? Je ne dis pas que c'est impossible, mais je dis que ça va être très difficile. Voilà. Ça serait plus facile s'il avait une majorité, évidemment, mais là, c'est parler pour ne rien dire. Donc voilà la problématique. C'est que nous allons de plus en plus, c'est ce que j'écris dans ma chronique du mois pour le Centre d'études prospectives stratégiques, les auditeurs de la maïotique le trouveront sur le site du CEPS, Maxime Maury, CEPS. Ma chronique s'intitule « Le budget infaisable se fera ». Bon, je vous dirai pourquoi il se fera, parce que je pense que Mme Le Pen s'abstiendra. Bon, mais je dirai pourquoi si vous voulez. Je pense que le budget se fera, mais il va se faire dans des conditions très, très difficiles. Et il faudra à la fois baisser les dépenses et augmenter les impôts. C'est ça que je voulais exprimer, c'est que aucun média pour le moment n'a détecté ça.
nous allons petit à petit rentrer sous une tutelle européenne qui va se faire au début amicale, mais de plus en plus pressante et de plus en plus contraignante. Parce que nous sommes complètement en dérive. La vérité, c'est ça. Nous sommes en dérive. Nous sommes sous le parapluie de l'euro, donc pas de faillite à l'Argentine, mais si un jour la BCE devait intervenir sur la dette française, il y aurait forcément un plan européen comme il y en a eu pour la Grèce. Dans l'immédiat, nous n'en sommes pas là. Je ne veux pas caricaturer, exagérer, mais M. Barnier devra demander un délai, ça c'est sûr, il ne peut pas y arriver sans délai, et en contrepartie de ce délai, il y aura des choses probablement secrètes qui feront partie de la négociation et qu'il devra annoncer au fur et à mesure. Et moi, j'ai l'espoir qu'il dira la vérité aux Français. Je pense que d'ailleurs, la seule solution de s'en sortir, c'est de dire la vérité et d'appeler nos concitoyens à un effort collectif. Alors justement, lorsque vous dites qu'il faut dire la vérité aux Français, j'ai été très surpris cette semaine d'apprendre que sous le gouvernement Macron, la moitié des 1000 milliards de dettes était en fait due aux retraites. Bien sûr, Jean-Pascal Beaufret, qui est ancien directeur général des impôts, ancien directeur adjoint du Trésor, inspecteur général des finances, qui est dans mon réseau LinkedIn d'ailleurs, dit à juste titre que la moitié des 1000 milliards d'augmentation de la dette que nous devons à monsieur le maire, qui est parti en Suisse d'ailleurs, coucou, au revoir, est due aux retraites. La moitié. 7 x 7, 49. Alors pourquoi je dis 7 x 7, 49 ? Parce que dans le budget de l'État, source Cour des comptes, et ce n'est pas un scoop, on le savait, sauf qu'en 2023, au moment de la réforme des retraites, personne ne l'a dit. Le seul qui l'ait écrit, c'est M. Bayrou, et sa note n'a pas circulé. Il avait fait une note pour Mme Borne en disant « faites-la circuler », ça n'a pas circulé. Vous avez 70 milliards dans le budget de l'État, donc ce sont des subventions pour compléter les cotisations des fonctionnaires d'État, des fonctionnaires territoriaux, des fonctionnaires hospitaliers et de certains régimes spéciaux intermittents du spectacle. Les chiffres exacts sont 56 milliards pour les fonctionnaires d'État, 8 milliards pour les territoriaux et hospitaliers et 6 milliards pour les régimes tels que intermittents du spectacle. 70 milliards. Et ces 70 milliards, ils sont comme le tiers, en gros, voire la moitié du budget de l'État emprunté, ils contribuent à faire gonfler la dette. Alors, monsieur Jean-Pascal Beaufret, qui est quelqu'un d'extrêmement sérieux, dit 7 x 7, 49, donc vous avez eu 490 milliards sur les 1000 milliards de dettes supplémentaires liées aux retraites. Mais, voyez, on est un peu chez les fous, et même tout à fait chez les fous, parce que les Français devraient savoir ça, la classe politique, la classe médiatique devrait savoir ça. Et moi, je le sais depuis plusieurs années, je l'ai écrit sur mon réseau LinkedIn, je l'ai écrit dans mes chroniques pour le CEPS. Ça commence à se savoir. Ça commence à se savoir, mais vous avez la moitié des Français qui croient qu'on peut faire la retraite à 60 ans. Alors que nous avons appris la semaine dernière que dans les pays qui nous entourent, donc la zone euro, la retraite va être partout à 67, 70 ans. Elle va être à 70 ans en Italie, elle va être à 70 ans au Danemark, et elle va même être à 74 ans, qu'est-ce que j'ai dit ? 70 ans aux Pays-Bas, 70 ans en Italie, et elle va être à 74 ans au Danemark. Pas tout de suite, hein. Et la réforme de Mme Borne, c'est 64 ans en 2030. Mais c'est une réformette. Alors, c'est là que M. Barnier va peut-être avoir des difficultés, parce que l'Europe, en contrepartie de cette trajectoire allongée au-delà de 2027, qui est indispensable, va lui demander de prendre des engagements, et ces engagements vont être très difficiles, puisqu'il n'a pas de majorité. Et que pour faire passer le budget, alors je vous renvoie à l'émission précédente, le budget c'est pas un luxe, hein, c'est indispensable pour payer les fonctionnaires et payer les retraites. Il faut qu'il fasse passer un budget, et pour faire passer ce budget, alors on sait que quoi qu'il fasse, il sera censuré par la gauche, quoi qu'il fasse.
Ils l'ont dit clairement. Hein. On reviendra après sur les impôts, y compris de justice fiscale. Si le Front National ou le Rassemblement National vote avec la gauche, ben le budget est perdu. Et à ce moment-là, c'est la reconduction des services votés. Et la reconduction des services votés, c'est le bateau qui coule. Parce qu'en fait, on ne sort pas de l'étranglement avec les 6% et on peut même avoir des amendes qui peuvent... Et on ne peut pas finir l'année. Et on risque, vous avez raison de le rappeler, de ne pas finir l'année, parce qu'en fait, comme il y a toujours une inertie, la dépense continue à augmenter sur son aire, hein, c'est comme un bateau qui est lancé, on peut ne pas finir l'année. Donc M. Barnier doit faire voter le budget. Moi, je pense qu'il y parviendra. Bon, je ne fais pas de la politique sur cette chaîne, mais je pense que Mme Le Pen s'abstiendra pour des raisons d'opportunité politique, je n'en dis pas plus, mais chacun peut deviner ce à quoi je fais allusion. Madame Le Pen va avoir quelques problèmes dans quelques semaines, avec un procès qui risque d'être assez retentissant. Donc je pense qu'il fera passer le budget. Mais quel budget ? Et là, on retrouve la question de la trajectoire européenne et de la nécessité d'allonger la trajectoire pour trouver ces 110 milliards. 110 milliards, c'est la source officielle de la direction du Trésor. Hein. Le chiffre est officiel, la commission du Sénat l'a examiné. Par parenthèse, j'ai cité M. de la Rosière tout à l'heure. M. de la Rosière qui dit que la France a perdu le contrôle de ses finances publiques. Dans son petit livre, que je recommande fortement, La France peut-elle endiguer son déclin ? Jacques de la Rosière estime que pour revenir dans la moyenne européenne en termes de dépenses publiques, il faudrait réduire la dépense publique de 250 milliards en 10 ans. 250 milliards en 10 ans. Donc vous voyez, la trajectoire de la direction du Trésor, c'est 110 milliards d'ici 2027. Impossible. Barnier va essayer de négocier 5 ans, 6 ans, et la Rosière, lui, il nous dit c'est 250 milliards sur 10 ans. Mais là, c'est pour revenir dans une moyenne européenne dans laquelle nous n'avons jamais été. Bon, donc c'est encore une autre idée. Hein. Maxime, le gouvernement affirme que ce sont les riches qui seront mis à contribution pour renflouer les caisses de l'État. Cela ressemble à un discours politique destiné à rassurer pour que chacun ne se sente pas concerné. Mais concrètement, qui est considéré comme riche pour le gouvernement ? Oui, qui est riche et qui est pauvre. Alors, c'est pas moi qui dis qui est riche. Je veux attirer l'attention des auditeurs de la maïeutique sur la définition que l'INSEE donne de la richesse. Parce que forcément, cette définition va être sur le bureau de M. Barnier. Et derrière cette définition, vous avez une distribution statistique. Je dessine une loi de la place Gauss. Bon. Et donc, dans ces décisions, le Premier ministre va forcément en tenir compte. Alors, on peut être riche de deux manières. Il y a le revenu, il y a le patrimoine. L'INSEE définit la richesse de revenu comme 2 fois le revenu médian par unité de consommation. Je vais expliquer. Le revenu médian, c'est 2 000 euros. J'arrondis, c'est 2 000 euros. L'unité de consommation, c'est 1 si vous êtes une personne seule, c'est 1,5 si vous êtes un couple, et c'est 2 si vous êtes un couple avec un enfant. Bon. Donc, pour un célibataire, la richesse commence à 4 000 euros par mois. C'est une petite richesse, mais c'est la richesse. Et pour un couple, c'est 6 000 euros. Et là, alors c'est le début, hein, bon. Et là, l'INSEE dit, à partir de là et au-dessus, vous avez 10% de la population. Donc, en termes de barème d'impôt sur le revenu, c'est là qu'est la richesse. Alors évidemment, il y a des petits riches, il y a des moyens riches, il y a des très riches. Vous avez ensuite le patrimoine. Bon, le patrimoine, c'est la même définition, et la pauvreté, c'est l'inverse, hein, c'est 2 fois moins que la médiane. Pour le patrimoine, c'est pareil, le patrimoine médian des Français est autour de 250 000 euros, donc à partir de 500 000 euros, vous êtes riche. Et comme j'ai beaucoup parlé dans les émissions précédentes des risques d'un impôt sur le patrimoine,
je pense que ce risque, pour le moment, est écarté. Je dirai pourquoi dans un instant. Ayez en tête, chers auditeurs, que au-dessus d'1 million d'euros de patrimoine, vous avez 5% des Français. Et au-dessus de 2 millions, vous avez seulement 1% des Français. Donc, ça commence à faire réfléchir. Ce qui nous amène à la question de dire quels sont les impôts qui vont probablement augmenter. Alors, finalement, la question à se poser, et il me semble la suivante, sait-on combien cela pourrait rapporter une imposition des personnes dites riches? Car si l'objectif est de faire rentrer de l'argent, j'entends souvent dire que taxer les riches, ça ne suffira pas. Et qu'il faudra surtout cibler la classe moyenne, parce que c'est là qu'on trouve le plus grand nombre de contribuables. Voilà, là vous êtes au cœur du sujet. Alors vous êtes au cœur du sujet, et je vais le présenter de la manière suivante. Le gouverneur de la Banque de France, je rappelle que la Banque de France, à laquelle j'ai eu l'honneur d'appartenir pendant 43 ans, est une institution indépendante et apolitique. Il nous dit, dans la situation où nous sommes, alors moi j'ajoute dans la situation catastrophique où nous sommes, hein, lui ne le dit pas, parce que il faut 3/4 de l'effort sous forme de baisse de dépenses et 1/4 sous forme d'augmentation d'impôts. Et Jean Pisani-Ferry, qui est toujours un des conseillers d'Emmanuel Macron, dit 2/3, 1/3. 2/3 de réduction de dépenses pour 1/3 d'augmentation d'impôts. Alors, je vais répondre à ce que vous dites, mais je voudrais quand même dénoncer le jeu politique délétère, politicien, qui consiste à dire les lignes rouges. On parle de lignes rouges 4 fois par jour. Les médias ne parlent que de ça, les lignes rouges. Mais on ne peut pas faire l'unité d'un pays, on ne peut pas passer des compromis avec des lignes rouges. Hein, et pourquoi je dis ça? Parce qu'aujourd'hui, on a besoin des deux, malheureusement. Enfin, ou alors on laisse tout filer et nous sommes en faillite, très rapidement. Donc, on a besoin des deux, et on ne peut pas dire, comme certains, suivez mon regard, je ne vais pas les citer, il ne doit pas y avoir d'augmentation d'impôts. Mais vous voyez bien qui dit ça, et ça montre à quel point M. Barnier se trouve... Enfin, non seulement il n'a pas de majorité, mais le peu de majorité qu'il a, c'est-à-dire en gros potentiellement 230 députés, la gauche en a 193, tient un discours cacophonique et qui est très, très dur pour le Premier ministre, puisqu'en fait, ils sont déjà en train, alors même qu'il n'a pas fait sa déclaration, qu'il n'a même pas présenté le budget, ça sera fait dans le courant du mois d'octobre, ils sont déjà en train de lui savonner la planche. Donc, bon courage à M. Barnier. Alors, oui, alors, la question, oui, alors, j'ai pas répondu à votre question. C'est que les simulations qui sont faites sur les impôts des plus riches sont très décevantes en termes de rapport. C'est ce que vous suggérez. Je prends un exemple. Il y a quelque chose qui va se faire, je peux peut-être me tromper, mais je pense que là, on y va, c'est une désindexation des 2 tranches supérieures de l'impôt sur le revenu. Cette désindexation, qui pousserait par le jeu de l'inflation les revenus vers les tranches supérieures du barème, donc imposer les plus riches, on estime que ça rapporterait 4 milliards, à peu près. C'est pas énorme, 4 milliards. Vous voyez, quand je vous disais tout à l'heure, l'effort pour tenir 2027, ça serait 40 milliards. Et après, on a corrigé, on a dit, si on allonge, le pas à faire, c'est un pas de, on a dit 20 milliards. Donc, vous voyez, 4 milliards, c'est pas énorme. Je prends aussi l'autre sujet qui va être, qui est déjà pratiquement certain, c'est l'augmentation de la flat tax pour les dividendes, qui est à 30% et qui pourrait être portée à 33%. Je dis que c'est certain parce que c'est une idée qui était déjà en circulation au sein de l'ancienne majorité présidentielle, et notamment le président du groupe Modem de l'époque, au moment de la réforme des retraites, Jean-François Mattei avait proposé ça. Il avait proposé par rapport aux gros dividendes, aux dividendes exceptionnels, aux super profits. Bon, eh bien, si on porte à 33%, je lis que le rendement, c'est de l'ordre de 3-4 milliards. Donc, vous voyez, c'est pas beaucoup.
c'est pas beaucoup. Donc, la richesse, c'est impressionnant, vous voyez, ça fait toujours fantasmer, mais en réalité, le rendement est faible. Alors évidemment, on peut dire, oui, mais vous n'avez qu'à rétablir l'impôt sur la fortune. Eh bien, moi, je vais vous dire, ils ne le feront pas. Ils ne le feront pas parce que... Vous parlez de l'impôt sur la fortune immobilière ? Alors, non, sur la fortune, tout court. Parce que, comme me l'a écrit récemment M. Noyer, l'ancien gouverneur de la Banque de France, le rendement de l'impôt serait négatif. Parce que, par le jeu de la fuite des capitaux, il y aurait des pertes de recettes fiscales. Alors, l'alternative que j'envisageais avec vous lors de la précédente émission, que nous avions fait, je crois, au... Finalement, quand on entend les discours politiques qui disent que l'on favorise les riches parce qu'il n'y a plus d'impôt sur la fortune, cela semble un peu malhonnête. Si cet impôt engendre un rendement négatif, il devient contre-productif. On a l'impression que les politiques passent leur temps à se balancer des pots de banane sur tous les sujets. Mais oui, mais c'est bien pour ça que les marges de manœuvre... Moi, je crois qu'il faut imposer la richesse à l'échelle mondiale, et c'est ce que dit Jean Pisani-Ferry, et un jour, ça se fera. Je parle de la richesse patrimoniale, puisque on en a longtemps parlé ensemble. Les inégalités de patrimoine se sont développées dans des proportions qui sont difficilement acceptables. Mais aujourd'hui, le faire dans un seul pays, ça ne marche pas. Alors l'alternative serait la fortune immobilière, vous l'avez dit, hein, puisque aujourd'hui on a un impôt sur la fortune immobilière. Je rappelle que ce seuil d'imposition est à 1 200 000 euros. Oui, sauf que nous sommes dans une gigantesque crise du logement. Et que imposer la fortune immobilière, ou l'imposer encore plus, hein, en augmentant les barèmes de l'impôt à partir d'1 200 000, fût-ce de manière progressive, c'est contradictoire avec la résolution de la crise du logement, parce que on a besoin de construire en France. Et donc on a besoin de placement de rapports dans l'immobilier. Et donc, vous voyez que les pistes ne sont pas nombreuses, en fait, hein, et je vous en ai cité deux. Je crois qu'elles seront... Alors je vais en citer une troisième derrière. C'est les barèmes supérieurs de l'impôt sur le revenu via la désindexation des revenus, des tranches du barème, et la flat tax sur les dividendes. Il pourrait y avoir aussi, c'est probable, une remise en cause de certaines niches fiscales, et je pense en particulier du crédit d'impôt recherche, que les entreprises empochent sans avoir forcément des résultats. Ça fait penser à la phrase célèbre du général de Gaulle qui disait des chercheurs qui cherchent, on en trouve, mais des chercheurs qui trouvent, on en cherche. Bon, là je pense qu'il y aura quelque chose. Alors je lis que ça pourrait rapporter 6 milliards, mais vous voyez, c'est par rapport à l'effort à faire, il n'y a pas... En plus, c'est 6 milliards la première année, mais après, les choses peuvent se réorganiser, et cela peut être moins les années suivantes. Oui, exactement. Bon, alors, il y a d'autres niches fiscales, probablement, qui seront examinées. Enfin, il y aura des petits ruisseaux. Mais ces petits ruisseaux ne vont pas faire une grande rivière. Hein. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas regarder vers la réduction des dépenses ? Alors là, voilà le sujet essentiel. Bon. Donc, parce que, Maxime, si l'on regarde 20 milliards d'économies comparé aux 1600 milliards chaque année de dépenses publiques, cela ne représente que 1,25% d'économie. Si l'on transpose cela à une personne qui gagne 1600 euros par mois net, et on lui demande de faire 20 euros d'économie, ce montant ne semble pas démesuré. Économiser 20 euros sur un salaire de 1600 euros, cela paraît tout à fait réalisable. Alors, je suis complètement d'accord sur le fond. Je me situe au niveau des études macroéconomiques systémiques. Dans un cas comme celui de la France, et il y a des pays en faillite, qui ont été en faillite, comme le Canada ou certains pays scandinaves qui sont passés par là. On voit très bien que la solution n'est pas dans l'augmentation des impôts. L'augmentation des impôts casse le peu de croissance qui reste, et donne de faibles rendements,
C'est la courbe de l'affaire que tout le monde connaît, trop d'impôts tue l'impôt. Donc la solution est bien dans la réduction des dépenses, mais la réduction des dépenses nécessite des plans d'équipes. C'est pas Jupiter qui peut réduire les dépenses, c'est des équipes qui se mettent en marche avec des plans qui sont des plans, je dirais, à moyen terme, c'est-à-dire 1 à 3 ans. Et moi, j'en ai recensé 6. Alors, je voudrais les citer. C'est là que sont les solutions. Et je pense que M. Barnier va les identifier. Mais il ne pourra que commencer à aller dans cette direction. Vous voyez, on a pris tellement de retard. Encore une fois, M. de la Rosière dit on a perdu le contrôle. Alors justement, je cite M. de la Rosière. M. de la Rosière, dans son livre, dit il faut remettre en cause les services votés. Qu'est-ce que ça veut dire? Et il dit c'est ce que font les pays scandinaves. Ça veut dire qu'on ne reconduit pas automatiquement d'une année sur l'autre toutes les dépenses. Or, en France, on reconduit toujours toutes les dépenses. Il faut, je le cite mot à mot, il faut revoir les dépenses chapitre par chapitre, ligne par ligne, en début de chaque année. Il y en a qu'il faut reconduire, et il y en a d'autres qu'il ne faut pas reconduire. Bon. Donc, ça, c'est un travail titanesque, que M. Barnier ne peut pas faire comme ça sur un coin de bureau. Donc, il faut des équipes, il faut des task force d'experts parlementaires, et il faut se fixer des objectifs. Bon, le deuxième chantier, ce sont les niches fiscales. En France, il y en a en pagaille. Bon, donc là, il y a de quoi faire. Le troisième chantier, c'est ce que n'a pas fait M. Attal, l'assurance chômage. L'idée, c'est de rendre l'assurance chômage dépendante du cycle économique. Autrement dit, quand les entreprises cherchent de la main-d'œuvre, comme aujourd'hui, il faut avoir une assurance chômage plus restrictive, plus dure que quand, au contraire, on est dans la situation inverse. Bon, c'est de rendre l'assurance chômage cyclique, en phase avec le cycle économique. Bon, les petits arrêts maladie aussi, qui sont très nombreux en France. La décentralisation. Alors ça, c'est un sujet sur lequel je travaille depuis des années avec des amis toulousains. La France est le pays le plus centralisé du monde. Il s'ensuit des coûts de contrôle administratif qui sont très lourds. Sur la santé, sur l'éducation, nous avons beaucoup plus de gens dans des fonctions. Nous avons des ratios administration sur services opérationnels qui sont plus mauvais que dans les autres pays, et nos établissements n'ont pas d'autonomie. Et comme ils n'ont pas d'autonomie, ils n'ont pas d'excellence. Vous l'avez dans le domaine PISA, sur l'éducation. D'ailleurs, M. de la Rosière commence son petit livre sur le déclin sur l'éducation en mathématiques et en français. Bon. Donc là, c'est un vaste chantier. Et dans ma chronique pour le CEPS, je propose que M. Macron, M. Barnier, note un comité de personnalités engagées dans la décentralisation. Je cite Gérard Larcher, le président du Sénat, je cite David Lisnard, le président de l'Association des maires de France, je cite Madame Delga, présidente des régions de France. Depuis qu'elle est présidente des régions de France, je n'entends pas beaucoup d'idées, mais enfin, elle est présidente des régions de France. Et je cite le député Éric Woerth qui a travaillé là-dessus. Et je propose que ces personnalités proposent un projet de référendum. Et que ce projet de référendum soit porté par M. Barnier. Alors, c'est le président de la République qui décide d'un référendum, mais que la campagne référendaire soit animée par M. Barnier. M. Barnier parle de la décentralisation. Il a dit récemment que la France était un pays beaucoup trop centralisé. Donc, la décentralisation appelle un autre chantier qui est le millefeuille administratif. Nous sommes le pays qui a le plus d'hommes politiques par habitant. Nous avons 100 hommes politiques par habitant, en incluant les conseillers municipaux. Mais nous sommes le pays qui a le plus de communes en Europe. Donc nous avons 34 000 communes. Il faut fusionner les communes. Il faut avoir des communes qui soient conformes aux autres pays européens. Alors on a commencé à le faire, mais très timidement. Il faut faire le projet du conseiller territorial, mais qui existe depuis 15 ans, qui avait été proposé par M. Balladur. Et les présidents successifs ne l'ont pas fait. C'est l'idée que on met en réseau
les conseillers départementaux et les conseillers régionaux. Ce sont les mêmes. Ce sont les mêmes qui siégeront à Albi et à Toulouse, dans deux assemblées différentes, la région et le département. Mais ce seront les mêmes. On créera des synergies, on créera une meilleure coordination, on aura moins d'indemnités. Et les frais, alors enfin, les frais de fonctionnement de l'État, vous avez une enquête qui est parue il y a quelques jours, je crois que c'est Oxbone Consultant, qui montre que les Français, à 99%, veulent réduire le train de vie de l'État. Ce qui m'amène à souligner, alors on va dire, mais c'est anecdotique, oui, mais attention à l'exemplarité. Le budget de l'Élysée a doublé depuis 2021, le budget de l'Élysée. Et il y a un ancien président de région qui a fait des dîners à 1 200 € avec de l'argent public, et d'autres dîners à 300, 400 € par personne avec de l'argent public. Alors il a dit qu'il n'était pas au courant des primes. Enfin, comprenez, on ne peut pas réduire la dépense publique si les dirigeants de l'État ne sont pas exemplaires. Donc voilà les chantiers, moi, que je propose dans ma chronique pour le CEPS. Je l'enverrai d'ailleurs à une des proches collaboratrices de M. Barnier. Mais voilà ce qu'il faudrait faire. Il faudrait amorcer ça. Et il ne peut que l'amorcer, il ne peut pas le faire comme ça. Mais toutes ces analyses, ils les connaissent, non ? Ah, alors, ils le savent, oui, mais alors pourquoi on ne fait rien ? Alors déjà, si on prend l'éducation et qu'on dit aux enseignants qu'il faut décentraliser, donc finalement, cela revient à ce que les chefs d'établissement choisissent leurs enseignants et les notes, ça risque d'être mal vécu. Oui, mais là, on est au cœur du problème, c'est-à-dire que la France est le pays le plus mal géré de la zone euro. On le voit dans les ratios. Autrefois, on disait « Ah oui, mais la France, il y a des services exceptionnels. » Non, non, c'est plus vrai. Donc, si nous ne remettons pas en cause notre organisation, notre gouvernance, nous tomberons en faillite. Et à ce moment-là, c'est ce que je disais au début de nos émissions, tout à l'heure, à ce moment-là, c'est la tutelle européenne qui nous réformera. Et ça sera violent comme ça a été pour la Grèce. Hein. Donc nous sommes déjà dans une situation de tension très grave. Je voudrais montrer un graphique sur ce qu'on appelle les spreads. Les spreads de taux d'intérêt, c'est l'écart de taux d'intérêt entre la France et l'Allemagne. L'Allemagne étant le pays qui inspire le plus confiance. Donc vous voyez ce graphique, nous sommes ce matin à 80 points de base. 80 points de base, ça veut dire 0,8. Alors moi, j'ai pas besoin de regarder parce que ce graphique, je le suis depuis 40 ans. Au début de l'euro, on était à 15 points. Donc plus c'est bas, mieux c'est. Durant la crise financière des dettes souveraines, donc 2011-2012, on était à 123 points. Les 3-4 dernières années, on était à 23 points. Et ce matin, on est à 80 points. Et vous voyez l'évolution de la courbe. Donc nous sommes déjà en situation d'alerte. Et avant la dissolution de l'Assemblée nationale, nous étions à 50. Donc nous sommes déjà en situation d'alerte, en situation de tension. Et donc je partage complètement le point de vue de M. de la Rosière. La France a perdu le contrôle de ses finances publiques. Bon, moi mon sentiment, je ne suis pas pessimiste pour le moment. Je pense que le Premier ministre dira la vérité. Michel Barnier a les qualités pour le faire. Il a la simplicité, il a l'humilité, et je pense qu'il va proposer les orientations. Mais, encore une fois, il va devoir le faire avec une tutelle européenne de plus en plus forte, et il n'a pas de majorité. Et la classe politique française, alors politico-médiatique, est dans les postures. On n'est pas sur le fond des sujets. Le fond des sujets intéresse les gens comme nous, quelques experts, quelques profs, mais elle n'intéresse pas, elle intéresserait les Français si on leur en parlait. Mais pour le moment, la classe politique française ne fait pas son boulot. Donc Maxime, nous avons aussi les échéances des agences de notation qui peuvent nous sanctionner et donc mécaniquement faire remonter les taux auxquels on emprunte, avec pour conséquence le risque d'asphyxie par la dette. Bon, merci de me poser la question, parce que les médias ne s'intéressent pas à ces sujets, et ils sont pourtant essentiels. Le 10 octobre, Fitch, qui nous a dégradés en 2023 en nous mettant A-, va revoir sa note.
sur la France. Et Standard & Poor's, qui nous a dégradé aussi en A-, va revoir sa note également. Bon. Je ne me souviens plus si ces notes sont en perspective négative ou pas. Mais ils ont parfaitement le droit de nous dégrader en simple A. Ou A+. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça ? Je vois que Marc Touati, qui nous a fait le beau graphique qu'on a vu il y a un instant, pense que nous allons être dégradés en simple A. J'avais dit lors d'une émission précédente que le passage de double A à simple A, c'est beaucoup plus grave que le passage de triple A à double A+, ou de double A+, à double A, ou de double A à double A-. Pourquoi ? Alors c'est technique, hein, c'est très technique. C'est parce que la régulation bancaire Bâle III oblige les banques à constituer, les banques créancières, des capitaux propres en contrepartie des créances qu'elles ont sur la France, et les autres pays d'ailleurs. Bon. Et il y a des ratios. Le ratio de base, c'est 8 centimes pour 1 euro. C'est ce qu'on appelle le ratio Cook. Mais ces ratios sont atténués, ou au contraire accentués, selon les niveaux de risque. Et là, nous sommes dans une zone, nous sommes double A-, où l'atténuation est de 20%. C'est 20% du ratio. Mais si nous passons à A, d'un coup, ça n'est plus que 50%. Donc, vous voyez, de 20 à 50, l'atténuation n'est plus du tout la même. Et puis après, il n'y a plus d'atténuation du tout. Hein. Là où est l'Italie, là, c'est-à-dire juste à la limite, au-dessus de ce qu'on appelle investment grade, c'est-à-dire limite de, finalement, des mauvais investissements, là, c'est 100%. Vous voyez, bon. Après, ça peut être 150%. Donc, si nous sommes dégradés, nous changeons de zone. Et je voudrais vous dire une chose que j'ai vérifiée ce matin encore. Ce matin, la France empruntait aux mêmes conditions que l'Espagne. C'est-à-dire 2,90. Et l'Espagne, la France emprunte à des conditions plus difficiles que le Portugal. Et donc ça, c'est nouveau. Hein. Alors les médias ne commandent jamais ça. Hein. C'est nouveau. Hein. Ça veut dire qu'en fait, notre crédit a diminué. Notre image s'est détériorée. Hein. Donc, nous revenons à cette idée que nous sommes dans une situation d'urgence. Le Premier ministre, Michel Barnier, a eu raison de dire que la situation était très grave. C'est ce qu'il a dit, je le cite, hein, très grave. Mais les Français ne le savent pas et les médias s'en foutent. Je simplifie, hein, mais c'est quand même ça. Parce que si on en était conscient, on arrêterait de faire les lignes rouges, on arrêterait de faire comme vous dites, les pots de banane politiques dans tous les sens, et on se mettrait à chercher les solutions, c'est-à-dire l'urgence, réduire les dépenses et augmenter certains impôts pour des raisons de justice sociale. Alors, un dernier point, Maxime. J'ai des amis qui envisagent de s'installer à l'étranger. Et je connais des familles qui conseillent à leurs enfants de choisir des métiers qui ne les lient pas trop avec la France, au cas où il y aurait des problèmes économiques importants. On sait d'ailleurs que notre ancien ministre de l'économie, Bruno Le Maire, est parti travailler en Suisse. Et c'est bien connu que la France, chaque année, est le premier pays exportateur de millionnaires. Donc, que pensez-vous de cette tendance ? J'ai une information de source confidentielle qui me dit que dans certaines régions de France, Est, Nord et d'autres régions, les cabinets d'experts comptables sont pris d'assaut par des gens fortunés qui veulent partir en Suisse. Bon. Et au point d'ailleurs que les autorités helvétiques envisagent de refuser certaines facilités. Bon. Donc, ça, c'est une information très intéressante parce que les médias commentent en permanence la classe politique, la fureur, le bruit politique, qui ne sert absolument à rien. Mais les gens qui ont de l'argent, eux, ils ne font pas de bruit. Ils s'en vont. Et effectivement, je crois qu'il faut en tenir compte dans le sens où ça prouve bien que la France est dans une situation aujourd'hui qui est très grave, comme le dit le Premier ministre, et qu'on ne peut certainement pas faire n'importe quoi.
Alors évidemment, le fait que ce soit M. Barnier et que ce soit pas Mme Castet, c'est quand même plutôt rassurant. Hein. Mais il y a effectivement, en ce moment, j'insiste sur le caractère silencieux, c'est-à-dire que moi, cette information, je l'ai de sources confidentielles, et je sais que c'est vrai. Et vous avez d'ailleurs des confirmations dans certains réseaux sociaux. Mais c'est pas médiatique. Ce qui est médiatique, c'est la dernière déclaration de je sais pas qui, Madame Rousseau, Monsieur Mélenchon, mais ça, c'est quand même une information dont il faut tenir compte. Et c'est la raison pour laquelle je crois que M. Barnier ne rétablira pas l'ISF et qu'il n'imposera pas davantage les patrimoines immobiliers et que les mesures fiscales seront quand même limitées. Bien, merci et au revoir.